Reprise du débat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que la question principale ici, c'est de savoir pourquoi c'est important de décriminaliser maintenant. Et la première réponse, c'est bien sûr pour éviter les conséquences judiciaires, notamment le dossier criminel, pour plus de 50 000 personnes par année qui sont encore accusées de possession simple de cannabis, même si le gouvernement a signifié clairement son intention de légaliser. On est absolument dans un non-sens ici, alors que le premier ministre lui-même a avoué avoir consommé de la drogue. Donc, on peut supposer qu'à un moment ou un autre de la soirée, il s'est retrouvé en possession de simple de cannabis. Donc, lui-même a avoué avoir consommé ça et pendant qu'il était député. Mais on continue à dire à plus de 50 000 Canadiens par année, on va vous donner un dossier criminel. Alors que le premier ministre a admis lui-même avoir fait le même geste. Donc, ça, je pense que c'est important de le prendre en considération. C'est que il y a plusieurs personnes qui ont reconnu, des personnes publiques qui ont un travail, qui ont reconnu avoir posé le geste à un moment ou un autre de leur vie. Mais eux ont eu la chance de ne pas se faire prendre à ce moment-là. Mais d'autres, à chaque année, continuent de se faire prendre et de subir les conséquences. Donc, ici, une question de déséquilibre aussi. C'est une question quelquefois, malheureusement, de malchance, à savoir si tu vas avoir les conséquences judiciaires ou pas selon ce qui t'arrive. Je pense aussi qu'il faut être conscient c'est quand même quelque chose qui est fréquent. Donc, il y a de plusieurs personnes qui sont susceptibles de s'exposer à des conséquences judiciaires. Si on prend l'Abitibi-Témiscamingue, selon les statistiques de 2008, il y aurait une personne sur 8, donc 12 de la population âgée de 15 ans et plus, qui aurait consommé du cannabis dans cette année-là. Sur les consommateurs, 1 sur 3 en avait pris moins d'une fois par mois. 1 sur 4, on est à 23 en aurait consommé 1 à 3 fois par mois dans la région. Et une majorité des consommateurs, donc environ 6 sur 10, en auraient consommé au moins plus d'une fois par semaine durant cette période de 12 mois. Donc, ça, concrètement, si on le met en image, ça veut dire que à tous les jours, quand je me promène dans ma circonscription, à cause du nombre de personnes que je rencontre, à tous les jours, c'est sûr que je croise, je ne le sais pas, mais c'est sûr que je croise quelqu'un qui s'est retrouvé en possession illégale d'une substance à cause de l'inaction des gouvernements de changer la loi. C'est un nombre important de personnes et je pense que c'est important qu'on cesse de faire en sorte que ces personnes-là puissent s'exposer aux conséquences judiciaires, d'avoir un dossier criminel. Et je pense aussi que c'est important d'arrêter d'embourber le système de justice avec des cas qui relèvent, selon moi, beaucoup plus d'un problème de santé que d'un problème de criminalité. Lorsqu'on consomme à des fins personnelles, notre consommation relève beaucoup plus de nos décisions de santé que des décisions qui sont en lien avec la criminalité. Maintenant, on a entendu régulièrement le gouvernement affirmer que de décriminaliser ferait en sorte que ça continuerait de garder l'argent dans les mains des criminels. Et, on a entendu plusieurs de cet argument-là. Mais je trouve que c'est un argument qui a plus ou moins de sens si on considère que, comme dans toute, si on peut dire, entreprise, qu'elle soit légale ou pas, il y a des questions d'offres sur le marché, d'offres et de demandes, et il y a des questions de prix. La raison pour laquelle les groupes criminels font la culture de marijuana, la vente, c'est que il y a de l'argent à faire. Malheureusement, c'est la principale motivation. À partir du moment où est-ce que ça devient moins intéressant, ils vont quitter le marché.
Et la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que comme ils assument des risques, ils se permettent de vendre la substance à des prix qui ne reflètent pas du tout les prix de production. Maintenant, si on décriminalise, on peut supposer que les personnes, si elles le consomment à des fins personnelles, vont pouvoir faire pousser les quelques plants que ça prend pour consommer eux autres mêmes. Maintenant, dans un article de presse de 2014 sur la marijuana médicale, mais qui est quand même utile. On avait fait une entrevue avec la conjointe d'un homme qui consomme pour des fins médicales et, bon, elle en fait pousser de manière illégale. Elle sait que c'est illégal, mais elle souffre puis elle dit c'est soit rien faire ou ne pas en faire. Donc, elle estime que c'est environ 5 sous par gramme que ça lui coûte. Le prix sur le marché noir est environ de 10 $ par gramme, selon les informations que j'ai de la Sûreté du Québec. Donc, c'est clair que si on décriminalise et que les prix continuent à se maintenir aussi élevés, la plupart des gens vont opter pour l'option de faire pousser eux-mêmes ce qu'ils consomment. Et donc, éventuellement, le marché noir ne deviendra plus intéressant parce que les gens vont choisir de faire majoritairement pousser ce qu'ils consomment en fonction des prix. En plus, si on choisit de faire pousser soi-même la substance, on est capable de mieux contrôler, si on peut dire, ce qu'on met dans l'engrais, par exemple. Donc, peut-être qu'il va y avoir une diminution des concentrations de THC parce qu'on ne vise pas à faire un produit le plus fort possible, mais simplement un produit qui répond à nos besoins. Comme on le consomme nous-mêmes, il va y avoir diminution, par exemple, des engrais chimiques qui peuvent se retrouver malheureusement dans les plantes qui sont vendues dans le marché noir. Donc, en gros, de dire qu'en décriminalisant, on continue d'envoyer de l'argent à la criminalité est un non-sens parce que je crois qu'une grande majorité des gens qui sont des consommateurs réguliers, en n'ayant plus la conséquence de possibles dossiers criminels, s'ils en font pousser pour leur fin, vont choisir de tout simplement le faire pousser eux-mêmes, bien sûr de limiter l'accès à leurs enfants, etc., mais de le faire pousser eux-mêmes, donc justement de plus faire affaire avec le crime organisé. Et s'il y a une diminution de la demande importante, parce que les gens choisissent de le faire pousser eux-mêmes, bien, le marché noir sera plus intéressant et tranquillement, les criminels vont délaisser la contrebande de cannabis ou du moins la vente de ce produit-là parce que ça ne deviendra plus intéressant. Quand on parle de faire pousser une plante soi-même, il faut comprendre ici que ce n'est pas comme l'alcool. Dans le cas de l'alcool, où est-ce qu'on trouvait ça important qu'il y ait vraiment beaucoup de contrôle, c'est beaucoup parce que les risques pour la santé, les risques de faire de l'alcool frelaté, de l'alcool qui est dangereuse pour la santé, si on essaie de la faire soi-même, sont très élevés. Dans le cas d'une plante, si on la fait pousser soi-même, les risques sont beaucoup. Les conséquences au niveau de la culture et du produit risquent d'être beaucoup plus une diminution de la concentration du THC et donc, dans le fond, d'avoir une plante qui est moins dommageable pour la santé que ce qui est vendu actuellement sur le marché noir. Donc, je pense que c'est tout à fait fallacieux de dire que de décriminaliser va continuer d'envoyer l'argent dans les mains des criminels parce que ça permet justement aux gens de faire pousser eux-mêmes une substance s'ils la font pousser à leur propre fin. Donc, je pense que c'est tout à fait fallacieux comme argument. Maintenant, une autre chose qui est importante, c'est lorsqu'on décriminalise, on est capable d'intervenir au niveau de la santé. Actuellement, le problème, c'est que les gens ont peur de parler de leur consommation parce qu'ils savent que c'est illégal. Et en particulier, des adultes, donc des gens peut-être un peu plus âgés, même, qui ont passé la cinquantaine, qui, pour différentes raisons, douleurs,
consomment de ces produits et à cause des conséquences que ça pourrait avoir sur leur travail, sur leur vie personnelle, si ça se savait qu'ils consomment à l'occasion, bien, ils n'en parlent pas, ils ne vont pas chercher l'information par rapport à la santé. Donc, de décriminaliser, ça permet aux gens d'aller chercher de l'information sur la santé et sans avoir peur des conséquences potentielles si ça vient qu'à savoir qu'on consomme de ce produit-là. Ça permet aussi de parler, je pense, de manière beaucoup plus ouverte de qu'est-ce qu'est une consommation récréative versus une consommation qui est devenue problématique. Il ne faut pas se le cacher, la marijuana a des effets importants sur la santé. Ça peut avoir des conséquences graves, notamment au niveau de la santé psychologique, la motivation des jeunes. Mais si on n'est pas capable d'en parler de manière ouverte, on n'obtient pas cette information-là et ça nous est difficile d'intervenir. Les gens vont toujours minimiser leur consommation et ils ne seront pas capables on ne sera pas capable d'aller avoir un portrait juste de la situation. Même lorsqu'il y a des sondages au niveau de la consommation, il y a des gens qui mentent parce qu'ils ont peur que cette donnée-là puisse être obtenue par un tiers et que ça ait des conséquences. Donc, régulièrement, il y a des gens qui mentent sur leur consommation en raison des conséquences potentielles et qui, pour ça, ne vont pas chercher l'aide médicale. Il faut être capable de dire que de consommer une fois de temps en temps, oui, ça peut être correct, mais si on est rendu qu'on consomme à tous les jours, c'est rendu problématique. Ce n'est plus une consommation récréative, c'est rendu une problématique de santé. Donc, c'est important pour moi de changer dès maintenant la dynamique quant à l'approche de la marijuana et de la tourner vers une approche qui est actuellement criminelle, vers une approche de santé. Où est-ce qu'on est capable de parler de manière intelligente et on peut faire un comparatif avec l'alcool. Si on prend 1 ou 2 consommations quelques fois par semaine, c'est pas problématique. Mais si on est obligé de boire à tous les jours ou de boire des quantités incroyables à chaque fois qu'on boit, là, c'est problématique et oui, il faut aller chercher de l'aide. Donc, d'être capable de parler de consommation responsable, de savoir qu'est-ce qui est dangereux pour la santé, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça doit se faire dans un contexte où est-ce que le geste n'est pas criminalisé. Sinon, il y a des gens qui n'en parleront pas à cause des craintes pour leurs conséquences. Plus on vieillit, plus les conséquences peuvent être importantes sur notre vie, sur notre travail, sur notre famille, et plus on risque de se cacher et de justement pas aller chercher l'information ou l'aide qu'on a besoin selon notre situation. Maintenant aussi, de décriminaliser, ça nous permet d'aller chercher des réponses qu'on ne possède pas actuellement, à savoir, par exemple, les conséquences pour la santé sur la consommation à long terme. Ça nous permet aussi d'établir les limites qui, par exemple, lorsqu'on parle au volant, combien de temps il ne faut pas avoir consommé avant de prendre le volant, quelles sont les quantités à partir du moment que ça devient dangereux. Si les gens ne sont même pas capables de parler de leur consommation sans avoir peur des conséquences locales, des conséquences légales, on n'est pas capable d'aller chercher cette information-là. Et cette information-là est essentielle si on veut, entre autres, aller vers la légalisation. Il faut être capable de dire c'est quoi les limites dans des circonstances comme la conduite automobile pour être capable d'informer les gens. Mais si on n'a pas cette information-là précise, on tourne un peu en rond. Donc, c'est pour ça, je pense que ça nous permet d'aller chercher cette information-là. Maintenant, un autre des arguments, c'est de dire que de décriminaliser ne fera rien pour empêcher l'accès aux jeunes. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Présentement, s'il y a quelqu'un qui consomme de la marijuana, par exemple, dans un parc, un policier n'a pas le choix d'entreprendre toute la panoplie de mesures judiciaires, donc de mise en accusation, arrestation, tout le maintien des preuves. C'est un processus qui va s'étaler sur longtemps, donc des procédures judiciaires. Donc, il n'y a pas de conséquences directes, si on peut dire, immédiates à la consommation dans un endroit qui ne serait pas approprié. Si on va vers la décriminalisation, on est capable, au niveau municipal, de mettre des règlements en place. Par exemple, de dire la consommation de marijuana est interdite dans le parc municipal et de mettre des amendes aux gens donc, qui en consommeraient. Donc, très rapidement, on peut faire
des rafles policières où est-ce que, tu sais, régulièrement, pour changer le comportement des jeunes, pas des jeunes, des consommateurs, on va aller émettre des amendes. Donc, rapidement, on voit quelqu'un consommer, il va avoir une amende. Et comme le coût est immédiat, la conséquence est immédiate, les gens vont de ne pas être tentés de refaire ce geste-là dans un endroit qui n'est pas approprié, donc dans les endroits où est-ce que les jeunes interviennent. Donc, on est capable, en décriminalisant, de laisser la latitude aux provinces, aux municipalités pour réglementer dans quel cadre cette consommation-là est acceptable. Et on est aussi capable de faire en sorte que les interventions pour empêcher la consommation sont beaucoup plus efficaces qu'à l'heure actuelle, où est-ce que, comme à chaque fois, on entreprend des démarches judiciaires et si on considère qu'il y a 12 de la population qui a consommé dans les dernières années, c'est évident que ce n'est pas réaliste de convoquer en cours et de passer à travers le processus judiciaire 3,6, même on est à 12 donc au moins 4 millions de Canadiens par année. Ça n'a aucun bon sens, on ne peut pas passer ça. Mais si on est dans une décriminalisation, mais là, on peut agir avec des contraventions lorsque la consommation se fait à des endroits qui sont inappropriés. Et ça permet aussi aux intervenants et ça permet, par exemple, à des comités de parents de cibler des endroits où est-ce qu'ils trouvent que cette consommation-là serait beaucoup inappropriés. Donc, par exemple, les cours d'école, les parcs, différents endroits fréquentés par les jeunes ou dans les environs. Donc, ça permet une certaine latitude aux municipalités pour justement faire en sorte que la consommation se passe à des endroits où est-ce qu'ils sont pas des endroits qui ne sont pas fréquentés par les jeunes. Donc, ça peut avoir un impact positif au niveau de réduire l'accès, alors que présentement, c'est impossible de mettre des règlements sur quelque chose qui est supposé être illégal de toute façon. La problématique, c'est qu'en continuant de garder la possession simple illégale, on est incapable de mettre certains règlements, certaines politiques en place parce que, de toute façon, le produit serait supposé être illégal. Par exemple, au niveau des écoles, si on prend quelqu'un en possession, il faut enclencher une espèce de procédure judiciaire de jeunes contrevenants avec cette personne-là, appeler les policiers, tandis que si on trouve un jeune en possession dans une école et qu'on est rendu dans une décriminalisation, en vertu des règlements de l'école, on peut lui demander de détruire la substance et d'aller adopter une approche beaucoup plus d'intervention sociale, donc de s'assurer de comprendre les raisons pour lesquelles le jeune consomme et aussi une approche de santé, où est-ce que s'il y a des problèmes de santé sous-jacents, par exemple de santé psychologique, on est capable d'intervenir. Mais présentement, en continuant de décriminaliser, on se rentre la tête dans le sable et on se prive d'outils qui nous permettent d'intervenir de manière adéquate. Et je crois que c'est très important, Monsieur le Président, de rappeler qu'il ne faut absolument pas banaliser la consommation de marijuana. C'est une substance qui a des effets nocifs pour la santé, je le reconnais. Si elle est utilisée de manière régulière, ça a des problèmes au niveau de la motivation des jeunes, notamment au niveau de la santé psychologique. Ça a des effets sur la pression artérielle, sur l'électroencéphalogramme, et je le reconnais. Et c'est pour ça que, en raison des risques pour la santé, en raison de l'approche de prohibition qui ne fonctionne pas, je trouve que c'est important qu'on décriminalise dès maintenant. Comme ça permet aux gens de parler au moins de manière un peu plus ouverte de leur consommation, d'aller chercher l'information sur la santé. Ça nous permet d'intervenir et ça permet aussi, en décriminalisant maintenant, de quand même sortir ce trafic des mains des criminels, parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on décriminalise, les gens qui consomment de manière plus régulière vont trouver que c'est beaucoup plus facile de produire eux-mêmes ce qu'ils consomment, parce que ça leur permet d'avoir le contrôle sur leurs produits et ça leur permet aussi
de payer un prix qui, somme toute, est beaucoup moins dispendieux que ce que les criminels chargent actuellement, étant donné que c'est associé à un risque qui n'existera plus si on décriminalise. Donc, je pense que c'est une façon logique de faire et en gardant toujours la vente illégale, ça va permettre un certain contrôle et ça va être beaucoup les gens qui, de toute façon, consomment régulièrement qui vont en bénéficier parce qu'ils vont pouvoir contrôler davantage la substance qu'ils consomment et aussi aller chercher l'information pour leur santé de manière beaucoup plus ouverte. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Merci, M. le Président. Ce qui me dérange profondément dans l'approche de la décriminalisation, c'est cette persistance à se limiter qu'à l'utilisateur final et de penser qu'une solution qui pourrait aider une seule personne à cultiver une quantité personnelle, que je répète est illégale pour l'instant, c'est de ne pas se rendre compte, et c'est là la tête dans le sable, c'est de ne pas se rendre compte de la réalité du marché, où les gens viennent dans nos cours d'école primaire qui sont liés au crime organisé et qui viennent offrir aux enfants ce genre de produits-là. C'est de ne pas réaliser l'ampleur des cultures dans les champs des fermiers dont la vie est à risque parce qu'ils sont les victimes d'extorsion. Ce n'est pas réaliser les quantités phénoménales d'argent investi dans les serres hydroponiques et dont les profits reviennent au crime organisé. Alors, j'aimerais savoir quels sont les arguments qu'elle pourrait offrir à ses électeurs pour démontrer la sécurité d'une telle décriminalisation. La députée d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je croyais quand même l'avoir bien expliqué dans mon discours, mais à partir du moment où est-ce que ceux qui consomment de manière régulière peuvent produire ce qu'ils utilisent, et je crois que ça va arriver dans quand même beaucoup de cas lorsqu'il est les consommateurs réguliers, le marché criminel va d'une certaine manière s'effondrer parce que c'est une question d'offre et de demande, de loi d'offre et de demande. Donc, si les gens se mettent à produire eux-mêmes une substance et que le marché criminel s'écroule, je pense que justement, les gens vont cesser d'aller dans les cours d'école parce que le marché va s'écrouler et qu'ils vont se retourner, bien sûr, vers d'autres substances, mais d'autres substances qui sont généralement un peu moins consommées par les jeunes. Questions and comments? Questions et commentaires? The honourable member for Red Deer, Mountain View. L'honorable député de Red Deer Mountain View. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée de son discours, que j'ai trouvé intéressant. Je suis convaincu que les discussions iront bon train quand nous étudierons enfin la loi. Parlant de la physiologie des plantes et des choses qu'il va falloir changer pour réglementer le contenu en produits chimiques actifs dans les plantes, il y a des tas de choses qui sont en cours. L'expérience du Colorado, que montre-t-elle? On a une intoxication par la marijuana chez les enfants parce que l'utilisation de la marijuana et la consommation de marijuana est normalisée, qu'on la trouve dans des gelées, des bonbons. C'est dangereux. J'aurais une question. La députée peut-elle dire comment elle a l'intention de réglementer quand les choses deviennent librement disponibles et normalement disponibles? Justement, en décriminalisant immédiatement, ça nous permet d'avoir une marge de manœuvre au niveau de la légalisation, de voir l'expérience qui se passe au Colorado et de prévenir les effets, les mauvais effets, si on peut dire, notamment de la commercialisation dans des produits qui peuvent ressembler à des enfants, à des bonbons ou des produits. Donc, en faisant en sorte qu'on décriminalise, mais qu'on ne légalise pas, donc ça ne se retrouve pas sur le marché à large échelle, mais ça se retrouve sur un marché à petite échelle, donc pour les gens qui en consomment
par exemple, qu'ils produisent eux-mêmes. Ça nous permet un peu de prendre le temps, lorsqu'il va être question de légalisation, de faire une loi qui va avoir du bon sens. Ça va nous permettre aussi, justement, s'il y a certains produits à restreindre, par exemple, des bonbons avec de la marijuana, si on, un peu comme on a banni les cigarettes avec des saveurs de vanille et tout ça parce que ça attirait particulièrement les enfants. Donc, ça permet d'avoir la marge de manœuvre, mais je pense qu'actuellement, la priorité en termes de marijuana, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas les conséquences judiciaires et soient capables de parler de santé, et la décriminalisation atteint ces deux buts. Questions and comments? Questions et commentaires? L'honorable député d'Hochelaga.